quand se soulève délicatement le voile brumeux de la seconde révolution industrielle, apparaît encore au loin, encore naissant sur la ligne d'horizon, une montagne. Un roc, un pic, mais non pas un cap ou une péninsule, bien une montagne. La plus haute d'un talent immense et difficilement concevable. Alors comment l'aborder ? Les prises sont multiples et les questions aussi. Mais sont-elles fiables et solides ? Est-il possible de le concevoir en entier ? Peut-on se hisser sur ses épaules de géant ? Et que verrait-on ? Sans doute les lumières de la ville, ou peut-être un enfant un peu perdu mimant les adultes grotesques et ventrus, ou peut-être une critique aux fleurs cyniques de cette fameuse mais non moins affreuse crise de 29 qui apporte avec elle un lot de questions et d'angoisses, un commentaire social, politique ou simplement humaniste. À défaut de se hisser sur ses épaules, prenons-lui la main, embrassons-le et laissons-le nous guider du rire aux larmes jusqu'à la plus profonde vibration. Faut-il un génie pour nous alerter que l'humanité peut se mettre à ignorer ses racines profondes, son cœur battant, ses sentiments ? Est-ce un mot terne, ces temps modernes ? Faut-il s'engouffrer tête bêche et sans chapeau dans les rouages du progrès ? Prenons-lui la main et faisons un pas de côté, juste pour observer. Peut-être aussi pour pleurer, mais lui vous propose simplement de vous marrer. Avant de traverser l'océan des possibles et de fouler la terre promise, restons un peu dans notre bonne vieille Europe. Plus précisément à Londres, en Angleterre. Le 16 avril 1889 naît Charles Spencer Chaplin. A priori, son acte de naissance reste mystérieusement introuvable. Né de parents tous deux artistes, une mère, Lily Harley, danseuse d'opérette, et d'un père chanteur de music-hall qui mourut à seulement 38 ans d'une cirrhose. Avec de telles cartes dans son jeu, nous devinons aisément que son enfance fut pauvre, voire très pauvre dans les quartiers sud de Londres. Démarrage en claudication, Chaplin incarnait déjà parfaitement la réussite qui plaira tant aux Américains. Le self-made man, des haillons aux champions des riches haillons. Travaillant dès son plus jeune âge, il subit un terrible abandon quand à ses 9 ans, sa mère dut le quitter lui et son frère Sidney direction l'hôpital psychiatrique. Les causes seraient syphilis, malnutrition, entre autres afflictions. Cette dernière fit plusieurs voyages dans ce type d'institution et Chaplin dut vivre dans la rue très tôt. Sa carrière démarra très rapidement. À 5 ans, il était déjà monté sur scène pour remplacer sa mère, retenez bien l'ironie, qui avait perdu sa voix. Il quitta l'école à 13 ans et fut inscrit dans une agence artistique l'année suivante. Il intégra plusieurs troupes de théâtre grâce à son frère Sidney lui-même comédien et qui restera proche de Chaplin une grande partie de sa vie. Fort de l'expérience, il se lança dans une tournée théâtrale le menant aux USA. C'est à cette occasion et grâce à Fred Mass, acteur américain de la Keystone Film Company, que Chaplin signa son premier contrat avec cette dernière. La Keystone était une production spécialisée dans le slapstick, genre comique assez brutal qui avait le vent en poupe durant cette période. Malgré son jeune âge, Chaplin trouvait cela vulgaire et aspirait déjà à plus de finesse, mais souhaitant fuir la misère de Londres, il signa en 1913. Installé aux USA, c'est en 1914 que tout naturellement Chaplin fit son premier court-métrage ironiquement intitulé « Pour gagner sa vie ». Cela ne s'invente pas. Chaplin le déteste et n'est définitivement pas à l'aise dans ce registre qui ne lui ressemble pas. Lui souhaite approfondir ses personnages, mais les producteurs et les réalisateurs sont alors réticents, voire à un cheveu de résilier son contrat. Il doit agir, vite. Alors dès le deuxième film, la légende se réveille et se met en marche. Entre deux portants de costumes, à quelques secondes d'entrée en scène pour tourner, Chaplin est touché par la grâce. Un pantalon trop grand, trop large, des chaussures immenses à l'absurde, un chapeau melon, une canne et une bien étrange moustache. Un patchwork insensé, un clown pressé, non. Un personnage profond, c'est toute l'Amérique incarnée. Le pantalon trop grand, on imagine aisément une perte de poids, faute de pouvoir se nourrir. Les chaussures trop grandes, typique du clown. Et le chapeau melon avec la canne, la petite touche gentleman, tout de même. Charlot vient de naître. Charlot the Tramp, le vagabond, le guéluron. Première apparition en 1914 dans Charlot est content de lui, et la question est donc, l'est-il content de lui ? Alors moi il m'épate. En tout cas, le personnage de Charlot passa son film à attirer la caméra entre deux pitreries, se plaçant toujours bien dans le cadre comme pour se faire remarquer. On le chasse car il gêne la loufoque course de chars d'enfants. Mais lui, Charlot, est là. Il manque de se faire renverser, mais mission accomplie. On ne voit que lui.
Suite à ses débuts remarqués et remarquables, Chaplin tente un pari avec le surnommé King of Comedy. Non, pas celui-là. Celui-là. Mark Sennett. Laisse-moi réaliser mon propre film et si celui-ci est un échec, je te donne 1500 $, dit Chaplin. L'audace? Oui. Payante? Aussi. Chaplin réalise donc son premier film en une semaine et choisit un rythme plus posé que le fameux slapstick. Son succès naissant auprès du public, le film fut une réussite. Chaplin garda donc ses 1500 $, il est alors inarrêtable. 1918, grand changement. Fin de la Première Guerre mondiale, mais surtout Chaplin travaillant maintenant avec la First National Pictures, fait enfin construire son propre studio, ce qui lui permettra d'approfondir la qualité de ses films et d'engager des collaborations artistiques, par exemple avec Henry Bergman, acteur qui restera fidèle à Chaplin jusqu'à l'arrivée du parlant. Avril 1918, premier film sortant de ce studio, Une vie de chien fut un succès critique. Cette dernière qualifiera Chaplin non plus de bouffon, mais d'artiste. Il approche enfin le cœur de cible. Vous l'aurez compris, les années s'écoulant, les films de Chaplin sont de plus en plus subtils, drôles et en avance vis-à-vis du canon des comédies de l'époque. Parallèlement, ses moyens financiers grimperont. Cette liberté qu'il acquiert via son propre studio est la première marche vers son but ultime. Un art riche et décomplexé, populaire mais profond. Chaplin vise la qualité, non pas la quantité. Épaulé par son frère Sidney, qui sera aussi son agent, tous les ingrédients se mettent en place et sont à maturation pour l'étape supérieure. Mais Chaplin en voulait toujours plus et ses budgets s'envolent. La First National Picture ne peut plus le suivre. Alors, pour obtenir plus de fonds, il se tourne vers des amis, et pas des moindres. Ce sera l'inénarrable Douglas Fairbanks, monstrueux acteur de la période muette, le Robin des Bois-Eureaux de Bagdad. Son CV est interminable. Mary Pickford et D.W. Griffith répondront à l'appel et peuvent se targuer aussi d'un CV non moins épais. Résultat, ensemble ils fondèrent en janvier 1919 United Artists. Vous dites United Artists? Cela vous dit quelque chose? Quoi de plus normal? Cette production a dans son catalogue certains des plus grands films de l'histoire du cinéma. 12 hommes en colère en 1957, Certains l'aiment chaud en 1959, Le bon, la brute et le truand en 1966, Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975, Rocky 1976, des grands réalisateurs comme De Palma, Kubrick, etc., etc. Alors oui, vous connaissez ce logo. Novateur, je n'ai a priori trouvé aucun précédent dans ce domaine. Première fois que des acteurs, des artistes se réunissent pour fonder leur propre production afin de pouvoir faire leurs films en toute liberté. Révolutionnaire. Maintenant libre, Chaplin a un grand projet. Un film comique qui n'exclut pas l'émotionnel, le sentimental. Une comédie dramatique, dirait-on actuellement. Son premier chef-d'œuvre, diraient d'autres. 1921 voit la sortie de son premier vrai long métrage, produit par la Charles Chaplin Productions et bien entendu, vous l'aurez compris, la United Artists. Le film, The Kid. Le succès, total, immense même. Chaplin tient une formule. Son vagabond gagne une profondeur nouvelle. Il demande aux acteurs qu'il dirige de jouer de plus en plus premier degré. Il cherche, lui, la vérité et s'éloigne définitivement du slapstick. On s'éloigne aussi des codes conventionnels de la comédie du début du siècle. Quant au jeune Jackie Coogan, il sera sublimé. Chaplin nous livre certaines des plus belles et émouvantes scènes du cinéma moderne, tout simplement. Plus encore, il crée la comédie dramatique au cinéma. Rien que ça. Enivré de ce succès et convaincu d'arriver à une certaine maturité dans son art, Chaplin enchaîna l'opinion publique en 1923, la ruée vers l'or en 1925, le cirque en 1928, puis le merveilleux Les Lumières de la Ville en 1931. Ils ont tous un propos, ils transcendent tous leur registre et sont tous un succès. Excepté l'opinion publique qui aura un accueil plus mitigé pour des raisons plus politiques. J'aimerais vous parler plus longuement de ces films incroyables, mais nous devons avancer. Simplement comprendre que Chaplin ne cessera de grimper jusqu'au firmament. Il deviendra une immense star du muet. L'on dira même qu'il est la première grande star internationale. Son cinéma mêle comédie et scènes d'émotion profondes et universelles. Il a offert à la comédie au cinéma toutes ses lettres de noblesse. De plus, il n'y a aucune barrière entre son talent et le public, qu'il soit américain ou européen. Le muet a cet avantage d'être sans frontières. Mais le muet, voilà le problème. En octobre 1927, sort un film qui fit date. Un film important pour le cinéma. Un film qui fait des remous gigantesques dans l'industrie. Le chanteur de jazz. Premier film parlant de l'histoire. Le cinéma,
qui se nourrit encore aujourd'hui des dernières avancées technologiques, ne sera jamais plus comme avant. L'art de Chaplin évolue, mais le cinéma aussi. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. De nombreux acteurs resteront sur le quai, incapables pour de multiples raisons de prendre le train en marche. Si vous avez vu Le Boulevard du Crépuscule, vous savez de quoi je parle. Le parlant s'impose vite et fort et laisse quoi une grande partie des gens du métier. Chaplin, lui, fort de son succès retentissant, ne compte pas se laisser abattre. La tâche va être ardue. Et c'est dans ce contexte que sortira le film qui nous intéresse ici, Les temps modernes. Pour le plaisir, jetons un coup d'œil sur la suite de sa carrière, rapidement, afin de rendre hommage à tout ce que ce grand artiste nous a offert à nous et au cinéma. Après les temps modernes et toujours de plus en plus impliqué et sensible au changement du monde qui l'entoure, Chaplin s'attaque plus frontalement à la politique dans Le Dictateur sorti en 1940. Il campe un drôle de personnage, clairement plus Charlot, mais une parodie du dictateur qui n'est pas sans rappeler Hitler. Chaplin est persuadé que le message politique sera bien plus fort avec la comédie, et il n'a pas tort. Le film est un succès, mais ce changement de cap est aussi un pivot dans sa carrière. Les années 40 furent constellées de procès, de controverses qui lui coûteront de l'argent et seront délétères pour son image. La chute approche. Chaplin subira aussi les attaques du macartisme. Monsieur Verdoux et Les Feux de la Rampe sont des succès beaucoup moins retentissants et dès le début des années 50, fatigué, je cite, des insultes et de l'arrogance morale de l'Amérique, il quitte le pays back to Europa. Le film, quant à lui, sera boycotté. Pour finir, il tournera encore un peu et sortira Un roi à New York en 1957 et 10 ans après, La comtesse de Hong Kong. Il s'attellera personnellement à la restauration de son propre patrimoine et retravaillant ses anciens films et musiques. Merci Charlot. Victime de nombreuses attaques cardiaques, mais ne cessant pas de travailler, il finit par être emporté par l'AVC de trop le matin de Noël 1977 dans sa maison en Suisse. Avant sa mort, il fut récompensé tout de même par les États-Unis avec un Oscar d'honneur en 1972 au goût aigre-doux d'un mea culpa arrivé trop tard. Le public des Oscars fit le record de standing ovation, 12 minutes d'applaudissements. Hypocrite ? Mais non. Comment ne pas saluer l'immense carrière de ce génie créatif et l'immense apport qu'il fit au cinéma, voire à l'humanité. La France, elle, le fera commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur. Moralité, c'est une carrière incroyable et un personnage essentiel dans le paysage cinématographique et artistique du XXe siècle. Sa vie, pleine de rebondissements, et son œuvre aussi titanesque que précise dans son exécution est passionnante. Il me paraît tout de même fort peu sérieux de parler de Chaplin sans annoncer la musique. Dès ses premiers pas sur scène, à ses 5 ans, il chanta. La musique démarre et accompagne toute sa vie. Si j'insiste sur ce point, c'est que non seulement Chaplin est scénariste, acteur, producteur et réalisateur, mais il est aussi le compositeur de ses musiques. Chaplin écrivit « Depuis l'âge de 16 ans, je m'exerçais au violon de 4 à 6 heures par jour. J'avais de grandes ambitions de devenir artiste de concert ou à défaut de cela, d'utiliser mes talents de violoniste dans un numéro de music hall. Mais à mesure que le temps passait, je me rendais compte que je ne pourrais jamais être excellent. Et je renonçais. » Même s'il a toujours été intéressé par la composition, c'est à partir des lumières de la ville qu'il composa sa propre bande originale, intégralement. D'après Timothy Brock, même s'il ne savait ni lire ni écrire une seule note, la musique était dans sa tête, complète, complexe, sophistiquée. Son seul problème était de faire comprendre à ses collaborateurs arrangeurs ce qu'il entendait et qu'il ne pouvait reproduire qu'en chantant ou pianotant. Je me devais de rendre hommage à ce dernier ingrédient de sa formule qui vient de fait compléter la recette. Pour finir, j'aime à montrer les enfants spirituels d'un grand artiste, les descendants directs d'un style où les influences sautent aux yeux. Mustache. No. Mais pour Chaplin, je vous demande pardon. Je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que Chaplin est partout, tout simplement. Revenons donc dans les années 30 et penchons-nous sur ce qui nous amène ici, les temps modernes. Un petit résumé serait de bonne loi et nous mettrait en jambes avant de plonger la tête la première dans l'engrenage infernal. Ce sera assez rapide alors, c'est parti. Le film s'ouvre sur une ville en effervescence, la population afflue et nous emmène très rapidement dans le ventre de la bête, l'usine. On y découvre un travail à la chaîne aussi rapide qu'inhumain dans une folle cadence tenue par des ouvriers quasi automates. Puis un visage familier, Charlot. Ouvrier aussi, il ne supportera plus le travail à la chaîne et perdra très rapidement la raison, emportant avec lui l'usine dans un certain chaos. Renvoyé, direction l'institution psychiatrique, coucou maman Chaplin, il enchaînera les déconvenus et visitera aussi la prison par la même occasion. En gros, il est inadapté à cette société.
Mais voilà qu'il rencontre au détour d'une rue une jeune fille chapardeuse de pain et lui vient en aide. Elle est souillonne, pauvre, poursuivie par la justice mais n'a pas froid aux yeux. La gosse, créditée comme telle, est tout autant inadaptée. Ni une ni deux, ils formeront un tandem. Notre couple d'outsiders ira de péripétie en péripétie, de gag en scène acrobatique et lutteront pour leur survie. Finalement, ils se retrouveront dans un restaurant de style cabaret dansant où Charlot essaiera, je dis bien essaiera, le service et la gosse, elle, assurera le spectacle. Mais finalement, c'est Charlot qui improvisera une chanson et séduira le public. Les policiers sont toujours derrière eux et Charlot et la gosse prirent la décision de fuir ensemble, main dans la main, libres et pleins d'espoir. Fin. Tout simplement. Alors, ce film sort en 1936, en pleine période de la Grande Dépression, comme nous l'avons vu plus haut, avec tout ce que cela implique. Il est assez fréquent que ce type de période morose soit une source intéressante d'inspiration pour les artistes. Pour quelqu'un d'aussi sensible que lui, voir l'humanité se dissoudre dans la machine et les progrès technologiques a dû faire l'effet d'une bombe. Attention néanmoins à ne pas se fourvoyer, Chaplin n'est pas conservateur ou contre le progrès. Il tente simplement une mise en garde. Il constate aussi en direct, par ses voyages avant le tournage, les dégâts de ce type de progrès, qui a tendance à négliger l'humain et mettre la productivité en priorité. Toute allusion à des géants qui nous sommes contemporains est bien entendu fortuite. Vous vous en doutez, je ne vise personne. Amazon. Chaplin déclarant à la presse « Le chômage ». Voilà la question essentielle. Les machines devraient faire le bien de l'humanité au lieu de lui apporter tragédie et chômage. Le principal cœur du film est là, et nous le verrons, Chaplin n'a pas tendance à déguiser son propos. Il est souvent direct. Le film est un succès public plutôt bon, mais critique plus mitigé. Pourquoi ? Parce que nous sommes en 1936. Alors l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie l'interdirent catégoriquement. Quant aux USA, nous avons vu que les accusations de communisme à l'encontre de Chaplin ont fait bon ménage dans la tête des critiques avec le message du film perçu comme anticapitaliste. Pour ma part, je me dois de mettre le holà de suite et éteindre ce début d'incendie, que toute personne ayant la critique rapide et aimant prendre le premier raccourci venu se ravise. Le film ne se limite pas à une critique bête et méchante du capitalisme en ligne droite. Bien entendu, on ne peut nier ce propos, comme je l'ai dit plus haut, Chaplin n'entourait pas ses intentions de mystère. Les temps modernes critiquent le capitalisme, point. Mais plus précisément, parodie le Fordisme inventé par Henry Ford, c'est lui, qui avait dans l'idée de diviser les tâches afin de nettement les spécialiser, ce qui permettait une optimisation de la productivité. Une logique scientifique de l'organisation du travail, à ne pas confondre avec le taylorisme qui n'est pas censé inclure le travail à la chaîne. Pour Chaplin, c'est une ramification du capitalisme qu'il ressent extrémiste mais surtout déshumanisante. Et je dois dire qu'on ne peut lui donner tort. Mieux que cela, nous pouvons le constater encore aujourd'hui. Mais le film s'engouffre aussi dans des thèmes marxistes, en dénonçant le travail à la chaîne et aussi la lutte des classes. Vous allez me dire, pas communiste, mais des thèmes marxistes. C'est une blague ? Je vous répondrai que si vous voulez voir un film communiste, allez voir Les aventures extraordinaires de Monsieur West au pays des bolcheviks, sorti en 1924, vous verrez un homme tombant littéralement amoureux de la beauté du régime soviétique. Je vous répondrai que qualifier d'un trait les temps modernes de communisme comme autant de conclusions simplistes et définitives, alors que Chaplin s'efforce, et nous le verrons, à ramener de l'humanité dans un monde où cette dernière devient un produit, me paraît passer à côté du cœur du film. Et ce cœur bat, car avant toute chose, c'est un film profondément humain, plein d'émotions, de rire et d'amour. Attaquons-nous maintenant avec entrain à ce monument de l'histoire du cinéma que tant de personnes avant nous ont vu et décortiqué. Plongeons dans cette grande ode à la joie, cette recette magique concoctée par l'ami Chaplin. Mais qu'est-ce que la joie ? Est-ce que je regarde une vidéo de philo ou une vidéo de cinéma sur les temps modernes ? La joie est une forte émotion suivie d'une certaine plénitude, lorsqu'un désir semble comblé. Alors, allons donc rire et pleurer, mais surtout, chercher la plénitude d'un avenir serein. Il saute littéralement aux yeux que le film est en 3 grandes parties, chacune composée de séquences binaires se faisant écho et symbolisant avec grâce et poésie une idée du duo, du couple, et bien entendu, du propos du film. La première partie se concentre sur Charlot au travail, face au Fordisme et à la machine. La seconde entre Charlot et la môme, et la dernière partie entre ces deux protagonistes encore, mais qui ne s'unissent non pas physiquement, mais dans leurs âmes. Mais allons-y doucement, step by step. Le film s'ouvre sur une horloge prenant toute l'image, et une musique tonitruante qui réveillerait le spectateur assoupi au dernier rang résonne. Charlie Chaplin in Modern Times, en toutes lettres. On sent de suite que le public venait voir Charlie, au-delà même du film.
Une star mondiale, disais-je. On venait voir la nouvelle aventure du vagabond. L'horloge, quant à elle, a une signification assez claire. Elle découpe le temps comme la journée d'un ouvrier est découpée en temps de travail. Le travail sera mécanique, pragmatique et fort peu humain. Mais aussi, bien entendu, au vu de la trotteuse qui galope, le temps qui passe et emmène avec lui le rire des enfants, les Mistral gagnants, mais ici surtout les progrès mécaniques, voire robotiques que nous allons découvrir. Enfin, un petit texte. Modern Times, a story of industry, of individual enterprise, humanity residing in a pursuit of happiness. Bel accent. Le message de Chaplin est clair. Le film démarre sur une image d'un troupeau de moutons s'agitant en direction bas du cadre, en régression donc. Chaplin va beaucoup travailler les bords cadres ou même les hors cadres. N'oublions pas que Charlot est littéralement hors du cadre, hors de la société. Sur cette première image, la métaphore du mouton a tout juste le temps de nous sauter aux yeux que le film fait un fondu sur un groupe d'hommes sortant du métro, dans le même mouvement et la même direction. Le parallèle est évident et tout le monde l'a compris. Je fus tout de même assez surpris de n'avoir encore vu personne souligner que dans ce joli troupeau de panurges s'est glissé un mouton noir. Génie des alpages incompris, électron libre, peut-être forte tête ou esprit libre, l'incarnation de notre vagabond, sans aucun doute. Réussira-t-il à suivre le mouvement ou rompra-t-il la ligne ? Le film nous souffle de suite que Charlot est différent. Il est le mouton noir. Puis suivra les plans de l'usine, fourmilière géante, des hommes allant en tous sens, en cherchant un sens à leur existence, écrasés par l'immense bâtiment. De gros écrous et des chaînes de production interminables et répétitives. La machine dévore le cadre et bien entendu l'individu. Magnifiques décors et machinerie conçus ici pour le film et qui ne sont pas sans rappeler Metropolis de Fritz Lang sorti 9 ans avant, en 1927. Idem pour les hommes troupeaux ou la grande horloge. Le clin d'œil est ici évident. Un homme tout en muscles traverse le cadre et enclenche une manette, démarre cette grande usine et par là même, le film. La musique cède la place au premier bruitage du film. Cet homme semble évoluer dans ce décor avec aisance, suggérant que s'adapter à cette société serait devenir un simple amas de muscles, un corps sans âme, de la chair, au service du métal. L'on découvre le président, sans nom. Il est le président, assis dans son large bureau occupé sur un puzzle. Oui, le président s'ennuie. Il attrape son journal. Il ne va pas lire Le Monde Diplo, non. Il lit un cartoon. Il lit Tarzan. 2 activités enfantines donc. Nous savons maintenant, fidèles de la chaîne SFH Movies, que dans ce type de grand film, les choses ne sont jamais faites au hasard. Alors pourquoi Tarzan ? Tarzan est l'homme à l'état animal, dépourvu de tout confort moderne, nu ou presque. Tout en muscles, mais contrairement à l'ouvrier précédent, lui a communié avec la nature et se place du coup aux antipodes de ce que le progrès technique semble proposer à l'homme du XXe siècle. Opposé au taylorisme ou au fordisme. Alors, le président rêve-t-il d'un retour inévitable aux racines ? Je vous laisse juge. Le président s'envoie nonchalamment des pilules. La médication ou la prise de drogue reviendra dans le film. C'est pourquoi je pense pouvoir avancer qu'il ne s'agit pas de paracétamol. Le président n'est pas heureux dans son grand bureau. Il lance la vidéo de surveillance sur un immense écran qui nous permet de découvrir que l'usine est entièrement filmée. Attendez, stop. Nous sommes dans les années 30. Alors pourquoi cela ressemble-t-il tant à... Bref, Big Brother se délecte de sa fourmilière quand soudain il lance l'alerte et augmente la cadence. Productivité, cadence et... Premier mot prononcé dans un Chaplin. Prononcé par le président. Section 5, speed her up, 4-1. Des chiffres, des sections et accéléré, tel un leitmotiv. Les machines accélèrent, les hommes et la musique aussi. On découvre notre Charlot concentré sur sa chaîne, mais qui va très rapidement perdre le rythme et l'esprit. Ici, plus le temps pour parler, pour contester ou même se gratter là où ça démange. Pas de pause cigarette. Hey! Quit stalling, get back to work. Notre Charlot semble être le seul à avoir ses besoins humains. Une mouche, et c'est la catastrophe. L'engrenage s'affole. Chaplin se lance dans ce qu'il fait de mieux. Une scène pleine d'énergie et de gags, rappelant à tous que nous allons rire. Il nous dit « Rassurez-vous les amis, c'est moi ». Voici comment en quelques minutes, le film présente son propos, ses personnages, le tout en musique, en bruitage et sans dialogue. Restons encore un peu dans cette première partie à l'usine. Non seulement la cadence est infernale, mais le progrès ne saurait être stoppé. Voici qu'un groupe d'hommes entre dans le bureau du président pour lui présenter une nouvelle machine, l'auto-mangeoire. La présentation se fait par une voix enregistrée sur un disque, stratagème habile de la part de Chaplin pour éviter le dialogue. Et qui testera en conditions réelles la machine ? Notre cher Charlot, bien entendu.
À peine remis de la valse folle de son travail que le test démarre. Le pauvre Charlot, attaché à la chaise, va tester la pause repas millimétrée, imaginée pour être scientifiquement optimale. Chaplin a souhaité être réellement attaché à la chaise et a construit une chorégraphie précise pour faire fonctionner cette séquence. En effet, de sa position, il pouvait actionner plusieurs boutons au levier et se torturer lui-même. Non, c'est... Tout devait être parfait pour Chaplin, quitte à faire un très grand nombre de prises. Cette scène est intéressante puisqu'elle sera mise en relief plus tard dans le film. La nourriture prend chez lui une place très importante. La machine nuit à l'homme directement sur un terrain spécifique à lui, la nourriture. La machine déraille et Charlot s'écroule. Et pour dérailler, croyez-moi, la machine va dérailler. Le film monte d'un cran, la cadence aussi et détraque notre Charlot qui ne pourra plus suivre le rythme et va littéralement se faire engloutir. Magnifique séquence, magnifique imagerie que ce Charlot, valsant dans les engrenages, tout en gardant bien en main son objectif, resserrer les boulons. Fort d'un symbolique très clair et exécuté avec une maestria physique parfaite. Aux sorties de la machine, Charlot sera plus fou que jamais et perdra tout contrôle. Il arrosera tout le monde d'huile, comme si chaque ouvrier devenu machine avait aussi besoin d'huile, ou simplement d'une gifle pour réveiller leur humanité. Chaplin mettra l'usine sans dessus-dessous et s'en donnera bien volontiers. Pendu à une chaîne, courant dans tous les sens, il ramène de force l'humanité, la folie, la joie dans ce cauchemar, jusqu'à se faire arrêter et expédier à l'hôpital. Un panneau nous rassure, il est guéri, mais il n'a plus de travail. Take it easy, nous dit le docteur, mais ironiquement, s'ensuit un montage dynamique en superposition sur Chaplin, sortant de l'hôpital, comme pour l'engloutir, assorti de bruit et laissant paraître la grande agitation de la ville. Charlot va tenter de chercher sa place en vain. Il sera même pris par erreur dans une manifestation. Très belle séquence, mais trop analysée, je survolerai juste. Charlot ramasse un drapeau tombé d'un camion et l'agite pour alerter son propriétaire. Quand par un drôle de hasard, la manifestation ouvrière le rejoint et l'englobe. Mieux que cela, le place en tête de cortège, tel un Delacroix moderne. Simplement souligner que l'effet comique est hyper efficace, avec ce Charlot prenant un rôle qu'il ne désirait pas, et donc un quiproquo à propos. À l'image de Chaplin ne souhaitant pas être communiste en critiquant le capitalisme, nous avons notre vagabond pris par la police comme le leader de la manifestation. Il nous regarde droit dans les yeux, avec un regard soulignant nettement qu'il est pris par un concours de circonstances dans ce cortège. Les regards caméra présents dans le métrage le seront toujours à des moments stratégiques pour le message du film. Soulignons aussi la portée universelle des revendications. D'une part, elles sont dans toutes les langues. Libertad, Liberty and Death. D'autre part, le propos, nous le voyons, est plus la liberté au sens large que dans les revendications salariales. Sujet même du film, nous le verrons, jusqu'à la résolution. Trouver sa place est bien au cœur du métrage. Un nouveau panneau nous annonce un changement de partie. Il nous introduit un nouveau personnage, la gamine. On entre dans la deuxième partie du film. Intéressant changement car ce sera la première fois que Charlot partagera sérieusement l'écran avec un autre personnage. Oui, Charlot a déjà fait partie d'un duo, mais souvent pour l'effet comique. Je pense par exemple à Max Wayne dans La Ruée vers l'or, qui représentera bien l'archétype complémentaire avec notre Charlot. Massif, plus brut et moins malin dirais-je. Ou même par exemple dans les temps modernes, avec Tony Sanford dans l'usine. Rien de tout cela ici. La gamine est plus jeune, agile, énergique et a toutes les caractéristiques pour être elle-même un Charlot. Le panneau nous dit clairement, elle refuse de subir la faim et la pauvreté. Cette dernière ne travaillera pas, mais volera à des fins plus nobles et naturelles. Intéressant que la première image que nous avons d'elle est son couteau sciant frénétiquement des bananes sur le port. On peut y voir une imagerie de la piraterie, couteau entre les dents, chapardant et faisant fi des lois. Mais pour aller plus loin, ce n'est pas non plus sans rappeler les affiches anti-bolcheviques que l'on peut retrouver au début du siècle, même chez nous en France. Le message est clair, la gamine est prête à en découdre. Tel Robin des Bois, elle distribue à tous les enfants affamés mais aussi à sa propre famille. Son père, sans emploi, erre dans la maison sans but. Il est détruit, à l'image des lieux. La présentation est faite en 2 minutes, montre en main. Du côté de notre Charlot, c'est la prison. L'occasion pour notre protagoniste de faire des rencontres patibulaires, de rencontrer des outsiders. Chaplin, vous l'avez compris, a passé toute sa carrière à nous les présenter. Pour lui, la prison est une habitude. Elle a été à de nombreuses reprises le cadre parfait pour mettre en scène gags et cascades. Scènes de nourriture encore bien sûr, mais aussi de drôles de poudre blanche prises par erreur en écho aux pilules du président de l'usine prises volontairement. La drogue est présente dans ces temps de mots ternes. La poudre rendra notre Charlot encore plus fou et il s'en donnera à cœur joie.
Il se retrouvera libre par hasard et toujours malgré lui, aidera à l'arrestation d'un groupe d'hommes qui tentaient de prendre la clé des champs. On passe à nouveau sur la gamine qui subira un drame terrible. Son père trouvera la mort par accident, laissant sa famille encore plus démunie. Le gouvernement récupère les enfants, mais la gamine, elle, fuit. Bel exemple de mise en relief des deux personnages et de cette dualité que j'introduisais plus haut. La gamine, à l'image de Charlot, subit sa situation. Mais quand Charlot s'en sort plus ou moins bien avec quelques pirouettes, la gamine, elle, se prend la réalité de plein fouet. Elle s'enfuit quand le panneau d'après nous indique que Charlot, lui, est bien heureux enfermé. Il est en effet plus en sécurité dans une cellule où il sera au chaud, nourri et protégé du monde. Sa cellule est confortable depuis qu'il a gagné le respect des matons et c'est peut-être le seul moment où Charlot semble s'adapter parfaitement à sa situation. Mais celui-ci sera remis dans la vie active comme récompense de son attitude, un cadeau qu'il considère comme punition. Contraste comique encore quand notre Charlot s'y refuse et préfère qu'on le laisse dans sa cellule. Une contradiction qui va se prolonger subtilement dans la scène avec la femme du ministre à ses côtés. Scène qui donnera une magnifique occasion d'illustrer cette fameuse lutte des classes énoncée plus haut. Un plan simple, efficace, qui nous met en contradiction visuelle deux profils et deux côtés de la société. Message glissé visuellement par des gags, comme par exemple Chaplin manquant d'avaler sa cuillère à thé quand la femme, elle, le boit à la perfection. Ou avec les tristes bruits d'estomac vide de notre héros. Chaplin retrouve donc la vie active et un travail sur le port, qui ne fonctionnera pas, bien entendu. Mais c'est en traînant alentour que le destin frappe. La gamine vole du pain et rentre physiquement dans Chaplin passant par là. Leurs destinées se croisent et se heurtent littéralement. Chaplin se sacrifie et se fait passer pour le voleur pour protéger la gamine. Malheureusement, les policiers ne seront pas dupes et arrêteront la gamine. Dorénavant, ils seront liés. Dans cette partie du film, la partie Charlot-gamine, nous verrons nettement la dualité de la construction et les échos entre séquences. Notre vagabond compte bien se faire plaisir et s'offre un repas copieux et un cigare aux frais de la princesse. La princesse n'étant pas spécialement généreuse, l'embarque à nouveau, et Charlot, lui, est plutôt favorable à l'idée. Le va-et-vient de notre vagabond entre la prison ou toute autre institution est un gag récurrent par excellence, procédé qui fonctionne toujours. Et dans le panier à salade, la rencontre à nouveau. Chaplin se montrera à nouveau gentleman en tendant sa place et son mouchoir à la gamine épeurée. La tristesse trop peu pour lui. Chaque situation a une solution, même si cela doit être un coup du sort. Après l'accident du camion, Chaplin et la gamine s'enfuient main dans la main. Et sur le bord de la route, le temps d'une pause, un rêve. C'est en voyant la famille américaine moyenne, qu'ils ne souhaitent pas devenir et ne peuvent comprendre, que Charlot propose à la gamine de rêver avec lui, pour lui ramener de l'espoir, pour lui redonner de la joie. Ils se mettent à rêver ensemble d'une vie idyllique. On entre dans une séquence très atypique du film, où pour la première fois, l'on s'évade de la comédie dramatique sociale. Ici, on plonge littéralement dans l'onirique et le surréalisme. Pas totalement nouveau pour Chaplin qui nous avait déjà fait quelques sorties de route de ce type dans sa filmographie. Mais ici, tout est à l'excès et à portée de main, comme s'il suffisait d'y penser pour que le désir se réalise. Besoin de lait ? Pas de problème, une vache attend à la porte, servez-vous. Envie de raisin ? Tendez-le-moi, tel un centurion de l'armée romaine. Charlot insuffle de l'espoir à la gamine, bien décidé à créer son propre foyer où ils seront libres et heureux. Ils marchent ensemble, parlent, rient ensemble, mais surtout, rêvent ensemble. De retour dans l'agitation de la ville, Charlot, et particulièrement la gamine, profitent d'un accident survenu au gardien d'un grand magasin pour récupérer son poste. Ils nous volent notre travail! Ils nous volent notre travail! À nouveau, l'écho avec le père de la gamine est clair. Cette fois, à son avantage, car Charlot sera embauché et ouvrira éventuellement une porte de sortie. Il suffit à voir le nombre de badauds devant le grand magasin pour sentir le taux de chômage. Tous prêts à saisir la moindre opportunité et comprendre par là même le commentaire social toujours à l'affût. Enfin seul, et occasion parfaite pour vivre quelques instants leur rêve à nouveau. Dans la quiétude, ces deux personnages rêvent. Et nous le savons maintenant, leur rêve n'est ni plus ni moins que de la bonne bouffe avant tout. Gros gâteau, gamine oblige. Mais aussi, c'est assez clair, de la pure joie. Chaplin nous le traduit par un jeu venant directement de l'enfance, les patins à roulettes. Nous entrons là dans une des séquences les plus cultes du cinéma. Séquence qui mêle rire, effets spéciaux et symbolique, bien entendu. Nos protagonistes enfilent les patins et se font plaisir. Mais notre vagabond compte bien repousser ses limites, comme un enfant, jusqu'à flirter avec le danger en se bandant les yeux, frôlant alors une performance circassienne.
Notre héros se met à valser et la caméra aussi, suivant son mouvement et laissant apparaître l'étage inférieur, sans rambarde, sans protection et bien assez haut. Nous le savons, lui l'ignore, bien entendu. À chaque virage, le spectateur a le souffle coupé. Va-t-il glisser? La chance va-t-elle à nouveau tourner? Peut-on jouer avec le sort de cette façon? Peut-on rire des conséquences ou même simplement les ignorer? Quel danger! Oh, moi j'aime le danger! Je me ris du danger! Est-ce là une manifestation de la vraie joie? La fameuse émotion forte suivie d'une grande plénitude? Et c'est tout l'intérêt de cette scène incroyable. Avec d'une part le fameux travail sur les bords cadres, et d'autre part, laissant le spectateur prendre un train d'avance sur le film. Et oui, nous savons ce qu'il ignore. Et, nous mettant dans la confidence, le film nous prend par la main et nous donne une bonne dose de tension narrative. Charlot vogue, tangue de gauche à droite et frôle à chaque instant le danger, sans se rendre réellement compte qu'il pourrait bien y laisser sa vie, tel un enfant. Et le symbole ne s'arrête pas là. Tournons-nous vers la gamine, qui elle aussi compte bien s'amuser un peu. Encombrée dans un premier temps au moment d'enfiler ses patins, elle rejoint Charlot quelques secondes après et réalise le danger, un train de retard. Elle souhaiterait le prévenir comme nous le spectateur, mais comme nous, elle ne peut pas. Nous ne pouvons pas parler à Charlot à travers l'écran. Elle ne sait simplement pas faire du patin. Par ce biais, Charlot nous montre clairement comment le vagabond flirte avec les aléas de la vie, avec grâce, s'il vous plaît, voguant avec insolence sur ses patins. Quant à la gamine, elle n'est pas encore aussi à l'aise que lui. Elle cherche encore sa voie, elle cherche son équilibre. Alors, le vagabond, si agile, est-il un si bon exemple pour elle? Peu importe, elle réussit à le rejoindre et devinez quoi? Elle lui ouvre les yeux. Tout est dit. Dans un dernier battement de cils, la gamine jouera à son propre jeu, celui d'une dame, une dame adulte, bien entendu. Mais la réalité nous rattrape et tension sociale oblige, le grand magasin subit un braquage à l'ancienne, arme à feu au poing ou arme de poing à feu. Ces derniers reconnaissent notre vagabond, ironie du sort qui a rarement tort, collègue de l'usine en début de métrage. Et malgré leurs bonnes intentions, petites guillemets, la police aux trousses arrêtera notre héros de bon matin à la sortie du grand magasin. Vous connaissez la suite. Prison. Puis quelques jours après, comme le destin le désire, la gamine attend Charlot à la sortie de prison pour lui présenter le début de leur grand rêve. Une maison de briques et de broc, tenant par miracle debout. Le rêve revêt un drôle de manteau sous la brise gelée de la réalité. Chaplin, gardant sourire contre vents et marées, saisit l'occasion pour quelques gags. La nourriture, elle, ne fait plus trop rêver. L'habitation bancale est le reflet diamétralement opposé de leurs rêves, illustrés plus tôt. Et bonne nouvelle, le travail revient, et la vie, une boucle sans fin. Chaplin se retrouve en assistant d'un réparateur de machines à l'usine. Et là encore, on retrouve notre construction en reflet. Cette fois-ci, la machine ne tournera que moyennement rond avec un ouvrier dans ses rouages. Contrairement à Charlot au début du film, qui sort de la valse avec la machine, l'ouvrier lui reste coincé. Et quand la pause déjeuner arrive à sonner, on se retrouve dans une scène de repas bien différente de la première. Ce n'est plus la machine qui nourrit Charlot, mais c'est Charlot qui nourrit directement son collègue complètement coincé dans la machine. Les ouvriers déclenchent une grève, et nous sommes décidément dans une période de totale incertitude. Par accident, guillemets, Charlot asticote la police et retourne là où il ne fait que passer, la prison. Il sort à nouveau et recroise la gamine à nouveau, qui l'attend toujours telle une évidence. C'est un bon Oslo, hein. Mais cette fois, cette dernière lui annonce avoir été repérée dansant sur les quais par un genre de cabaret. Adaptée à cette vie, elle commence même à prospérer d'une certaine manière, mieux habillée, apprêtée, nous donnant un grand espoir de rédemption quand elle annonce au vagabond qu'elle peut lui trouver aussi un job. Elle lui trouve un travail au cabaret avec elle en tant que serveur, ce qui, vous vous en doutez, donnera un excellent prétexte à de nouveaux gags. Ne perdons pas le sourire, bien sûr. Après quelques pirouettes qui amusent grandement les clients du restaurant, le chef, déconfit, impose à Charlot de venir chanter devant le public afin de trouver en lui quelque chose qu'il pourrait exploiter. Et nous allons entrer là, dans toute la splendeur du film, et dans une scène ô combien culte, encore.
la gamine vient l'aider à répéter sa chanson, quand soudain, les mots ne sortent pas. Littéralement, Chaplin, à travers Charlot, nous dit clairement « I forget the words ». C'est très clair. Nous l'avons vu, Monsieur Chaplin ne souhaitait pas passer au parlant pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que ce dernier n'appréciait pas sa voix. Et oui, suite à quelques essais pour le tournage des temps modernes, Chaplin, déçu, voulut rester encore muet tout en incorporant, nous l'avons vu, moult bruitages et bandes musicales de qualité. Mais pas de dialogue, pas de voix, ou presque, par quelques détours de bandes enregistrées. Hey! Quit stalling. Get back to work. Chaplin considérait qu'une prise de son avec des dialogues nuirait à sa créativité. Explication. Le muet, comme nous l'avons vu, a une portée universelle. Pas besoin de s'embêter avec des prises de son compliquées, des doublages ou des sous-titres. Seulement quelques panneaux de texte. Une scène bien écrite et bien jouée n'a pas besoin de trop de texte. De plus, pour lui, la magie du personnage de Charlot réside justement dans son jeu expressif et sans texte. Raison plus technique maintenant. En post-production, Chaplin s'amusait parfois à ralentir ou accélérer certaines scènes. Parfois, il dépassait même au besoin les 24 images par seconde pour notre plus grand plaisir comique. Cela lui permet de renforcer ses effets. Avec les dialogues par-dessus tout cela, fini les tours de passe-passe sur la vitesse du film. Pas de dialogue, pas de mots. Pour ce film encore, Chaplin a oublié les mots. Alors certes, on entend un cœur d'homme pendant la répétition, mais pour notre vagabond, c'est une autre histoire. Habile ce Chaplin qui intègre cette thématique dans la diégèse du film par l'intermédiaire d'un Charlot incapable d'apprendre son texte. La gamine lui écrit une anti-sèche sur le bras, et alors là, plus d'excuses. Il va falloir y aller. Il va falloir parler. Il va falloir chanter. Bien évidemment, les premiers mots seront prononcés dans une chanson. Un art mineur, certes, mais un art tout de même. Une chanson forte en symbolique et drôlement interprétée. Il entre en scène et suite à quelques pas de danse, nous rappelant que le cinéma lui-même tire notre Chaplin par la peau des fesses pour le faire parler de force. Et oui, le cinéma lui a évolué et n'attendra pas notre Charlot. Avec un numéro 13 au col, nous verrons bien l'issue. Mais malheur, l'anti-sèche tombe. Et la gamine de nous dire « Chante, peu importe les mots ». Le message est clair. Peu importe les mots, c'est l'interprétation qui compte. Peu importe les mots, c'est l'émotion qui compte. Vous voulez entendre Charlot ? Très bien, vous l'entendrez. Mais rassurez-vous, vous rigolerez aussi. Notre personnage se lance donc dans une chanson aux paroles incompréhensibles. Et oui, peu importe les mots. Ces dernières sont un mélange de français, d'italien, un charabia maîtrisé, inspiré d'une chanson française de 1910, Je cherche après Titine. Maîtrisé comme toujours avec Chaplin, qui nous propose une petite chorégraphie en guise de pantomime dont il a le secret. Le public conquis applaudit ce qui sera les premiers mots du vagabond, mais aussi ses derniers. Enfin, nos chers personnages ont trouvé une chose dans laquelle ils sont doués. Le patron du cabaret, séduit, offre un job à Charlot, mais la police, comme toujours, rattrape nos héros qui fuient à nouveau, dans un fondu au noir et une fuite en avant, toujours. La musique s'adoucit au crépuscule, devient même langoureuse, et nous découvrons notre couple assis au coin d'une route encore. On s'attend peut-être à des scènes de rêve ? Non. Cette fois, c'est la réalité qui frappera. Une dernière séquence sans mots prononcés, mais pleine d'émotion. Au bord d'un chemin, mais jamais vraiment en son sein. Pour la gamine, c'en est trop. Elle s'écroule en larmes, yeux clos. Quand Charlot la relève, Paulette Godard de son talent offre la sève. Elle ouvre les yeux dans un regard majestueux à la caméra, chargé d'émotion. Et... à quoi ça sert d'essayer ? Demande-t-elle. Et cela, nous l'avons tous ressenti au moins une fois. Pourquoi s'acharner à essayer quand le résultat est toujours le même ? Échec, prison, famine, mort. Pourquoi ne pas baisser les bras ? S'effondrer, pleurer. Pourquoi ne pas tout abandonner ? Pourquoi ? Eh bien tout est là justement.
Pour la première fois, Charlot fronce les sourcils et nous imaginons le ton en toute bienveillance mais fermeté lançant « Never say die ». Autrement dit, ne jamais abandonner. Et nos cœurs s'enflamment dans cette douce musique qui pour le spectateur actuel sonne étrangement familière. Il saisit la gamine par la main et marche en face de nous et dans notre direction, mais soudain s'arrête. Ils sont les deux en plantaille et le moment est décisif. Nous retenons notre souffle. Charlot fait un geste, encourageant le sourire à la gamine. Un geste simple mais ô combien capital. Souris. Il lui demande de sourire. Et soudain l'on comprend. Le thème musical qui nous semblait si familier, écrit par Chaplin bien entendu, là, en fond, est celui qui donnera la chanson « Smile », enregistrée plus tard par Nat King Cole. Cette chanson qui conclut si habilement le film et qui nous en dit tellement long sur la poésie de Chaplin. La caméra bascule à 180 degrés et nous dit que leur vision est maintenant bien différente. Nous les voyons cette fois partir main dans la main dans un horizon que l'on comprend radieux. Dans un magnifique plan à géométrie parfaite. Il y a des collines, des montagnes. La route ne sera sans doute pas parfaitement rectiligne, mais notre couple est cette fois bien au centre de la route. Ils marchent d'un pas confiant. La lumière face à eux, l'ombre dans le dos. Pour la toute première fois, notre Charlot, notre vagabond, n'est plus seul. Et ce sera pour le meilleur. Car ils vont droit à leur destin, tout sourire et plein d'espoir. Ils choisissent un chemin atypique puisqu'il s'agit de leur propre chemin. Unique, spécifique. Le chemin du rire, de la poésie, de l'amour. Le chemin de l'humain dans ce qu'il a de plus beau, non de la froideur d'un système écrasant. Chaplin est un grand perfectionniste et nous l'avons vu, son travail n'est de cesse que de s'affiner. Il tient la formule mathématique précise du rire et des larmes et il compte la déployer. Non pas l'encombrer d'artifices techniques, pas de dialogue inutile ou autre supercherie superficielle. Il est aussi sincère que direct. Pour lui, le contrôle total sur ses films n'est ni un luxe ni un caprice. C'est grâce à ce contrôle que sa vision peut apparaître. Et cette vision est diablement efficace. Qui peut se vanter d'être encore aussi efficient un siècle après ? Chaplin est le genre d'artiste intemporel et puissant qui, comme un Cyrano du cinéma, vise l'humanité profonde. Et à la fin de l'envoi, il touche. De nos jours, les enfants et les adultes rient encore de ces pitreries ou des gags millimétrés à la perfection. Car cette vision a un sens. Elle a un but simple, vivre. Vivre pleinement. Pleurer, mais rire. Henri Bergson nous dit que le rire nous aide à améliorer nos rapports sociaux et notre connaissance de soi. Chaplin le prend au mot. Rire qu'il conservera jusqu'à sa mort quand il ira saluer dans ses derniers souffles les artistes du cirque voisin avant de rentrer s'éteindre à son domicile. Un rire de survivant. Un rire qui nous murmure un espoir et nous rappelle que les montagnes et les obstacles jalonneront notre chemin. Mais qu'en aucun cas nous avons le droit de désespérer. Nous avons le devoir de sourire. Si vous n'y parvenez pas, pas de panique. Il connaît la solution. Il a la formule. Alors, prenez-lui la main. La modernité de nos temps modernes semble apporter des mots ternes. Les technologies avancent à grands pas, à une vitesse exponentielle, et de par cette célérité laissent l'humanité sur le bas-côté. Encore plus vrai aujourd'hui, l'individu est broyé dans une machine certes plus virtuelle que les gros rouages du film. Des gros rouages narratifs aussi, mais qui tourneront encore aujourd'hui. Dans une efficacité redoutable, nous faisant traverser un éventail d'émotions et nous laissant l'espoir. Ces rouages sont en fait des briques du vivant. Ils sont nos pièces intérieures constitutives. Ils sont la clé qui décrypte le fameux chaînon manquant entre chagrin et joie. Nous avons cette clé depuis 1936 grâce à un drôle de génie qui a dû s'extraire de la plus basse condition pour nous l'offrir. Ce cadeau est si simple. Il est un rire sincère, il est une main tendue. Quelle plus belle réponse à nos doutes, nos désespoirs ou nos peurs qu'un sourire radieux. Savoir prendre du recul, dédramatiser une situation et voguer naïvement sur les embûches. Le rire pur, le rire d'enfant, commence avec la pleine acceptation de nos erreurs et préjugés. Soyez heureux, soyez joyeux, souriez. Si l'horizon est sombre et que des nuages épais s'accumulent, peu importe. Souriez, riez, souriez de toutes vos forces jusqu'à ce que ce rictus de joie perce le manteau étouffant des soucis. Que ce trait semi-elliptique lacère la souffrance et explose dans un feu d'artifice de joie constellé d'énergie. Soyez heureux, soyez optimistes.
Si le chemin est boueux ou parsemé d'obstacles tenaces, qu'importe, la récompense n'en sera que plus belle. Tenez fermement vos rêves, ils vous hisseront sur les épaules de votre créativité non muselée pour saisir les rayons d'un avenir meilleur. Souriez face aux soucis ou aux déboires, souriez même si ça fait mal. Construisez un chemin d'amour et d'espoir, un chemin que vous emprunterez avec joie. Et si vous ne voyez pas le début timide de ce sentier, encore, souriez.